Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire dans Zouk TV comme chaque mercredi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de 3 personnes sympathiques, très sympathiques. Donc nous allons les laisser se présenter comme d'habitude. Donc à ma gauche, nous avons affaire à... Ambre Boza, bonjour. J'ai été Miss Martinique 2019-2020, mais avant tout, je suis une lectrice. J'aime beaucoup lire depuis avant même de savoir lire, en fait. Je faisais déjà semblant de lire, je jouais à lire. Bienvenue Ambre, bienvenue, merci d'être parmi nous aujourd'hui. À côté d'Ambre, nous avons un monsieur, vous ne le verrez pas, mais il est très grand, donc de taille. Donc nous avons... Monsieur Stéphane Maugrand, qui est justement présent parmi vous pour pouvoir partager ses passions de lecture, notamment dans le secteur de la finance. Et j'aurai plaisir à en dire davantage d'ici quelques instants. Ce sera avec grand plaisir. Bienvenue, monsieur Maugrand. Je vous remercie. Et à côté de monsieur Maugrand, nous avons... Nina Grubeau. Alors, je suis chef d'entreprise, je suis aussi autrice, mais aujourd'hui, je suis surtout là en tant que lectrice. Je dévore des livres depuis aussi longtemps que je m'en souviens, en tout cas. Et jusqu'à maintenant, malgré une activité surchargée, il faut toujours trouver le moment de lire, parce que ça permet de s'évader, mais surtout, ça permet de voir plus clair. Et je suis très contente d'être parmi vous. Merci beaucoup. Nous vous rappelons le principe de plaisir de lire. Donc, nous recevons chaque mercredi des amoureux de lecture. Donc, ça peut être de la littérature, peu importe. Donc, ils aiment lire. Et puis, ils ont décidé de partager avec nous ce qu'ils ont appris. Et puis, nous donner aussi envie de continuer à pratiquer une activité très édifiante, la lecture. Donc, nous allons commencer avec notre amie Ambre. Donc, Ambre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Quel livre vas-tu nous présenter? Aujourd'hui, je vais vous présenter La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors, c'est vrai que c'est un livre que j'ai choisi à la couverture. Parce que habituellement, je prends que des romans de poche. Et là, je sais pas, celui-ci, déjà la couverture, le titre, tout m'a attirée. Et quand je l'ai retourné pour lire le résumé, je n'ai vu que 2 questions. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Et je me suis dit, mais je veux les réponses à ces questions. Et j'ai acheté le livre. sans vraiment réfléchir, je l'ai acheté. Et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises sans réfléchir, parce que je l'ai littéralement dévoré. Il ne m'a pas quitté durant toute la période où je l'ai lu, je l'ai relu. Et ce que j'aime beaucoup déjà chez l'auteur que j'ai découvert avec ce livre, c'est sa façon d'écrire. Parce que c'est un ancien journaliste, il a une formation de journaliste. Et donc on retrouve ce travail d'investigation dans toutes ses lectures. Et dans La boîte de Pandore, qui est un roman qui interroge sur l'histoire personnelle et l'histoire du monde, puisque le protagoniste est prof d'histoire, il a donné de sa personne, en fait. Il a approché l'histoire personnelle déjà au travers de l'hypnose, au travers de la question de ses vies à soi, son passé, ses vies antérieures. Et j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont il a apporté tous les questionnements sur soi, sur le monde, sur l'écriture de l'histoire. Parce que quand on écrit une histoire, finalement, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Werber, c'est que tu ne sais pas si c'est vrai ou faux. Quand il te raconte justement comment il est rentré dans ses vies antérieures, comment il a découvert ses vies antérieures, tu as envie de découvrir tes vies antérieures aussi. Et justement, à la fin du livre, ce que j'aime beaucoup, alors je parle de la fin avant de parler du début, Il n'y a pas de problème. c'est que il remercie, il donne toutes les aides qu'il a pu avoir pour appréhender ce livre. Et notamment ses amis hypnotiseurs régressifs, donc ceux qui lui ont permis à lui de découvrir ses vies antérieures. Et les 4 dernières pages du livre sont ouvertes pour l'histoire du lecteur. C'est-à-dire que tu as 4 pages où vous pouvez noter ici les souvenirs de vos vies antérieures. Donc en pratiquant de l'hypnose régressive ou au travers de ses rêves, je sais pas, on peut
découvrir une époque, un lieu, une identité et le descriptif de l'expérience qu'on a vécue durant cette période sous cette identité. Et je trouve que c'est une façon finalement extraordinaire de découvrir la lecture parce que à la fin du livre, tu écris ton histoire. Et donc l'histoire du livre, c'est donc un prof d'histoire qui rencontre une hypnotiseuse au travers d'un spectacle qui se déroule très mal pour le professeur puisqu'il en ressort presque traumatisé. Il a donc régressé lors de sa 111e vie où il était fusillé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il se retrouve dans un couloir à battre des Allemands. Et finalement, il se rend compte qu'à l'époque, tuer, c'était un acte héroïque. Et quand il sort de là, il est bouleversé. Il se fait agresser. Il se rend compte qu'aujourd'hui, tuer, ce n'est pas du tout un acte héroïque. Et finalement, il est questionné entre rêve et réalité. Et il est obligé finalement de retourner voir cette hypnotiseuse pour avoir des réponses à ses questions sur ce qu'est l'histoire. Parce que son père aussi était prof d'histoire. Et il lui disait « Mais papa, pourquoi on apprend ça? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? À quoi ça sert ?» Et je trouve ça fabuleux, en fait, au travers du livre. Vraiment, on voyage, en fait. Pour moi, lire, c'est une façon de voyager, de sortir de son espace et d'intégrer finalement l'espace et le temps du livre. C'est un peu comme... alors, je vais faire une référence à Doctor Who, je ne sais pas si tout le monde l'aura. Pour moi, un livre, c'est un peu comme un TARDIS, une sorte de machine à voyager dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que dans un livre, on peut aller où on veut, juste en ouvrant les portes du livre. Et ce livre, vraiment, m'a fait voyager et découvrir des univers, vraiment jusqu'au commencement de l'histoire, au commencement du monde, puisque le livre remonte au commencement du monde. Et je ne voudrais pas gâcher la fin pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais... l'histoire se clôture justement sur des grandes interrogations sur ce qu'est l'histoire. Et je trouve ça génial. Je voudrais aussi parler peut-être d'un parallèle avec un autre livre que j'ai lu de Werber qui est... alors pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie, c'est Demain les chats. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans Demain les chats, c'est justement... Donc là, on ne suit même pas un humain, on suit un chat. Et pareil, il a eu toute cette recherche sur... le chat, les comportements de chats bizarres. Par exemple, chez mon chat, il faisait des câlins aux plantes. Et juste à partir de petits comportements comme ça, pris à droite, à gauche, il a essayé de rentrer finalement dans la psyché du chat et comprendre pourquoi mon chat fait des câlins aux plantes. Pourquoi est-ce que... Et donc le comportement du chat qu'on suit dans Demain les chats, c'est que elle veut parler aux êtres qui l'entourent. Donc elle essaie de communiquer avec les souris, les oiseaux. Bon, si ça fonctionne pas, elle les mange parce que faut bien quand même se nourrir. C'est ça, faut pas tout le temps rigoler dans la vie. Mais oui, j'aime beaucoup en fait la légèreté avec laquelle l'auteur peut traiter des sujets durs. Parce que dans Demain les chats, il est traité justement d'une pandémie mondiale et des questions de terrorisme. Mais finalement, c'est abordé avec du sérieux, mais beaucoup de légèreté, tout comme les questionnements d'histoire qui sont pour moi très importants, parce que notre histoire, c'est quand même ce qui nous construit, sauf qu'on ne connaît pas notre histoire autrement qu'à travers des récits ou des écrits qui sont racontés par les vainqueurs de l'histoire. Donc finalement, on n'a jamais toute l'histoire, et quand on lit Werber, c'est abordé avec tellement de légèreté que on en oublie finalement le pesant. Ce que je trouve, je ne sais pas si je peux interrompre, ce que je trouve intéressant avec ce livre que j'ai pas lu, mais en fait, je crois que j'ai dû voir des épisodes. Il doit y avoir certainement une partie télévisuelle parce que ça me parle énormément. Je trouve que c'est une façon extrêmement intéressante d'aborder cette notion de la vie éternelle, de l'immortalité, puisque dans plusieurs livres, que ce soit dans la Bible ou dans le Tao Te Ching ou bien dans toute autre chose, on parle de cette vie éternelle et que on ne sommes pas, pour schématiser de façon extrêmement simple, que nous ne sommes pas des corps, mais que nous sommes des âmes avec des corps. Et c'est une façon extrêmement intéressante de faire basculer l'auteur dans cette notion de vie intérieure, vie de cette vie en tant qu'âme immortelle
et tout en enlevant tout le côté religieux qui peut effrayer certains, tout en enlevant, et je trouve ça super intéressant. Et comme je disais, Werber, je connaissais pas juste avant de préparer cette émission, mais je trouve que de ce qu'il a fait, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Et il a une saga qui est la plus connue, c'est la saga sur les fourmis. Oui. Et là, c'est ce qu'il a fait connaître dans le monde entier. C'est l'un des auteurs français les plus lus au monde. Et chaque année, il publie au moins un livre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. On peut appeler ça un écrivain. Oui. Donc, si je comprends bien, Werber, il mélange aussi bien le romanesque avec des sujets d'actualité, des sujets passés et des sujets qui nous concernent toujours. Exactement, en fait, c'est le romanesque et puis aussi le surréaliste. Il y a un peu... J'appellerais pas ça de la science-fiction. Mais on est à la frontière. Mais c'est ça, on est vraiment au bord, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. On a envie de rentrer dedans et de découvrir tout. Et à la fin, on se pose vraiment la question, mais et si c'était vrai ? Oui. Et si vraiment on avait... Et vraiment, il ouvre des ouvertures. Sur celui-ci, dans la boîte de Pandore, il nous laisse vraiment une ouverture vers l'hypnose rétrospective pour nous découvrir nos vies antérieures. C'est-à-dire que c'est quelque chose que lui, il a vraiment essayé et il a vraiment ouvert des portes sur ses vies passées. Ouais. Moi, je trouve que pour cet auteur, c'est vraiment pas mal d'avoir réussi à faire ça, un plus grand nombre juste se poser la question, mais s'il y avait autre chose, juste ça. Et ça, je trouve ça chapeau. Et est-ce qu'il faut être un spécialiste de l'hypnose pour réussir à lire ce livre ou bien il est accessible à tout le monde? Non, pas du tout. Moi, je m'y connais pas du tout en hypnose. Et pourtant, j'ai plongé vraiment dans le livre. C'est-à-dire qu'on est guidé du début à la fin. C'est-à-dire que le début est peut-être un peu de but en blanc puisque ça commence directement dans la scène acte 1 hypnose. Donc, on débute dans le spectacle. Mais... on est vraiment guidé, c'est-à-dire que comme dans un spectacle, on est guidé par l'auteur. Et il n'y a aucune difficulté, que ce soit pour la lecture, pour l'appréhension, même si c'est un sujet qu'on ne maîtrise absolument pas, on n'est pas lâché dedans, on n'est pas perdu. Il les rend accessibles. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as une partie préférée? Est-ce qu'il y a quelque chose, une séquence préférée dans ce livre ou que tu recommanderais? Alors j'avoue que il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est donc pour chercher des réponses, les protagonistes vont voyager, mais vraiment dans l'espace, pas juste dans leur esprit. Et ce qui est génial, c'est que justement, au travers de ce voyage dans l'espace, est mêlé le voyage dans l'esprit, et ils se font voyager l'un l'autre, puisque on découvre que l'hypnotiseuse ne sait pas s'hypnotiser. Et que donc elle a besoin de quelqu'un pour voyager en elle. Et donc elle va apprendre au protagoniste l'hypnose afin qu'elle puisse découvrir ses vies antérieures qui ont été assez traumatiques puisqu'elle ne pouvait même pas ouvrir sa porte principale afin d'atteindre les autres portes. Et on découvre qu'en fait il y a vraiment un lien profond entre les deux personnages qui se crée dans le présent mais qui existait déjà dans le passé. Et je sais pas, ce voyage multiple en fait, où en tournant les pages, tu passes de l'Égypte antique à l'Italie présente. Juste waouh. C'est ça en fait, vraiment là, je pense les 3 derniers chapitres, c'est ceux qui m'ont le plus attiré, enfin le plus retenu. D'accord. Est-ce qu'il y a une suite à ce livre? Non, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai présenté justement, c'est un tome unique, c'est un one-shot, mais il est parfait en fait, il est complet et finalement, c'est nous qui écrivons la suite. D'accord. Donc, quel conseil que tu donnerais à nos téléspectateurs qui justement ne connaissent pas ce livre-là? Comment ils doivent l'aborder? Je dirais comme moi, par hasard. Franchement, que ce soit celui-ci ou un autre, attrapez un livre et ouvrez-le, laissez-vous séduire. Donc moi, je me suis laissée séduire par la couverture. Laissez-vous séduire en touchant les pages, en sentant le livre, parce que j'aime beaucoup l'odeur du livre, l'odeur du papier. Et il faut l'aborder avec légèreté, en fait. Les questions et réponses viennent d'elles-mêmes, finalement. D'accord. Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup pour ce livre de M. Bernard Werber.
La boîte de Pandore, qui est un livre avec des surprises, avec des trouvailles. Donc c'est un livre qui se lit facilement et qui amène surtout à la réflexion un des objectifs de la lecture. Donc il y a lire pour découvrir l'histoire et il y a lire pour penser différemment, pour faire autrement et concevoir le monde dans lequel nous sommes différemment. Il y a justement, vous parliez de lire pour découvrir, et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que des fois, on peut se perdre. Alors ça m'est déjà arrivé de me perdre dans un livre, mais littéralement, c'est-à-dire que je ne savais plus qui faisait quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont c'est écrit. C'est-à-dire que on a les dialogues, on a les textes de présentation, et puis en polices différentes, c'est-à-dire qu'on change de police, il y a 2 polices dans le livre, pour la pensée du protagoniste. Et je trouve que c'est un petit truc bête, mais qui facilite beaucoup l'appréhension du livre, la lecture, voilà. D'accord. C'est le petit détail. Merci beaucoup, Ambre. Merci pour cette présentation. Donc, est-ce que nous allons faire des découvertes avec Stéphane? Bien certainement, parce que j'aurai le privilège de vous emmener dans un autre univers aussi agréable que l'univers de M. Herbert. En fait, moi, j'ai une passion pour tout ce qui est économique, des finances. Pourquoi? Parce que tout change et depuis l'histoire de l'humanité, j'ai vu qu'il y a toujours cette notion d'échange. Et les échanges peuvent s'établir de différentes façons. Et ne voit-il pas que je me suis posé la même question que ce monsieur, donc l'auteur du bouquin que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Il s'agit donc de Père riche, Père pauvre. On a sous forme numérique, qui est très pratique. On a sous forme papier également. Voilà. Donc, Robert de Kiyosaki m'a interpellé parce qu'il a une façon bien à lui de voir les choses. Et j'ai vu que, un peu comme l'auteur qui me précédait, on a plus d'impact sur le lecteur lorsqu'on parle un peu de sa biographie, de ce qu'on a vécu. Et c'était pas du fake. Donc, pour comprendre la petite histoire, le livre, en fait, à la base, est dédié à tous les parents. Donc, tous les parents du monde, car ils sont, comme il explique, pour leurs enfants, les plus importants pédagogues. Mmh. Et ça m'a beaucoup plu, parce qu'il a une expérience qu'il a racontée, comme quoi il était à l'école, et ça m'a fait beaucoup rire. L'enseignante leur parlait de certaines choses, et lui, il intervient, il pose la question à la maîtresse, il lui dit « Bon, madame, quand est-ce qu'on va apprendre comment gagner de l'argent ?» Et cette partie-là m'a fait sourire agréablement, parce que je me suis dit « Mais c'est vrai, on va souvent en milieu scolaire, on est dans le domaine de l'éducation nationale, on s'éduque, mais à quel moment qu'on s'éduque en fait sur la finance ?» Et c'est à ce moment-là qu'intervient donc Robert de Kiyosaki, qui raconte son histoire, comment il était jeune, et il avait 2 pères. Donc vous aurez compris, le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert de Kiyosaki commence avec une expérience dès son jeune âge, et où il se demande, mais comment gagner? Puisque l'enseignante ne pouvait pas lui répondre, il s'est décidé à mener sa propre enquête, et enfin il a trouvé début à ses réponses. En faisant quoi? Il a posé la question à son père, donc son père qui avait fait des études, qui était dans le domaine, on va dire, secteur de second degré, je veux dire l'enseignement, tout ce qui est d'ordre administratif, des choses comme ça. Et il avait le père de son ami, qui lui était un entrepreneur, et qui lui expliquait des notions. Donc il devait faire un choix, et il a décidé donc d'écrire le livre. Donc le père, vous aurez compris que c'est l'expérience de son père, parce qu'au départ, ça ne se voit pas tout de suite, qu'en fait, il y en a un qui va avoir une expérience de vie assez particulière dans la finance, et l'autre qui n'a pas été forcément loin dans les études, et pourtant, qui va mettre à profit toutes ses expériences financières pour justement générer de la valeur ajoutée. Alors, ce qui est intéressant, c'est la notion de la richesse et de la pauvreté. Parce qu'en fait, je ne savais pas que tout était lié à ce qu'on appelle le mindset, la manière de penser, et que ça influe sur nous. Donc, on ne choisit pas forcément
le lieu où on est, ou ni nos parents. Mais il se trouve qu'on peut choisir ce qu'on veut devenir. Et ça passe par de bonnes lectures. Et en l'occurrence, une éducation qu'on n'a pas forcément dans l'enseignement. Vous poserez la question, à quel moment qu'on s'occupe de l'éducation financière de nos enfants? Ou à quel moment que nos parents s'occupent de leur propre éducation financière? Alors, c'est là que vient ma quête, et d'avoir les bonnes réponses. Et je continue toujours d'apprendre parce qu'on ne s'arrête jamais. Et c'est là que je découvre un principe très intéressant où il parle de la finance différemment. Donc, la question qu'il pose, je vais partager avec vous. Il dit que la première leçon, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent. Alors, je me suis dit, s'ils ne travaillent pas pour l'argent, pourquoi ils travaillent? Parce que on apprend à l'école, on obtient son diplôme, en anglais, il dit le degree, j'aime bien ça. Et il dit en fait qu'en fait, il y a une différence, qu'il y en a ceux qui vont travailler pour l'argent et d'autres, en fait, qui vont faire l'argent travailler pour eux. Et j'ai voulu comprendre ce principe, d'accord? Et donc, je me suis dit, mais effectivement, dans son livre, il explique que si on base toutes ses connaissances uniquement sur l'éducation scolaire, il faudrait penser à pousser à se construire sa propre éducation, donc financière. Et la deuxième partie dit, mais pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? On ne connaît pas quelque chose, on peut s'y intéresser, aller à la source et se dire, bon, où est-ce que j'aimerais améliorer certains points? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on travaille, on a nos études, et qu'est-ce qu'on fait? On travaille pendant 40 ans, 40 heures, pour toucher 40% de ce qu'on a produit durant toutes ces années. Et avec l'expérience de l'intelligence financière, comme il l'appelle dans son livre, on découvre qu'en fait, qu'il faut apprendre à faire en sorte que l'argent devienne justement un serviteur et qu'il travaille pour nous. Et ce qui m'a le plus impacté, c'est la notion où, ça je vais partager ça avec vous parce qu'il y a des petits secrets, je vais vous inviter à le lire parce que le livre est passionnant. C'est qu'en fait, c'est l'image qu'il a fait, ils ont fait un parallèle avec l'homme le plus riche de Babylone, je vous invite à le lire, où quand vous dépensez 1 euro, imaginez que cet euro soit un ouvrier, soit une personne, et que toutes les fois que vous souhaitez faire une sorte de profit, que cet euro soit une personne et cet argent doit travailler pour vous. Parce que la plupart du temps, quand on gagne bien son labeur, on a travaillé pendant 30 jours, 25 jours, tout dépend de chacun, on a des réflexes. Le salaire tombe, qu'est-ce qu'on fait en premier? La plupart du temps, j'aime bien cette réponse-là. Je demande, quand votre salaire arrive, qu'est-ce qui se passe? On paye le loyer. Voilà. Effectivement, on pense à payer les factures, ce qui est logique dans un sens. Et j'ai appris qu'en fait, que lorsqu'on fait ça, on est en train de se dire qu'on ne s'aime pas, quelque part. Faut se payer Parce qu'en fait, il faut prendre soin de soi. Bon, je sais que la gente féminine pourrait prendre un gâteau, une forêt noire à la pâtisserie. C'est une manière de se dire, je suis content. D'autres seraient sortir, acheter un jus de fruits ou autre chose, mais il faut se payer. Parce que le fait de se payer soi veut dire qu'on s'aime. Et le fait de payer autrui veut dire qu'on n'est pas si important que ça, en fait. Et donc, la suite logique, c'est, ben oui, est-ce que je m'aime et en fait, pas forcément avoir l'amour ou de l'argent, mais d'en faire un serviteur pour qu'on soit bien. Une petite question. Tu parles d'une expression particulière, se payer soi-même. Mais si j'ai mon salaire, est-ce que je ne suis pas déjà payé moi-même quand je reçois mon salaire? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça implique, se payer soi-même? Effectivement, se payer soi-même. Alors, c'est dans le sens où lorsqu'on reçoit le fruit de son travail, on doit s'interroger souvent sur une question. Ce que je vais dépenser, est-ce que je vais le dépenser parce que je le veux ou parce que j'en ai besoin? Et quand on se pose cette question-là avant de faire une dépense, on constate qu'on va aux priorités. Et donc se payer soi-même, qui veut dire que je reçois des fonds, mais j'en mets de côté, j'épargne. Si vous connaissez la pub, ça fait des années, c'était une banque, on ne va pas nommer de nom, mais c'est un petit écureuil qui prenait des noisettes et qui allait rapidement où est-ce qu'il mettait les noisettes.
ils le prennent, ils ne les mangent pas tout de suite. Son réflexe, c'est d'aller le mettre en sécurité. Et donc, se payer soi-même, ce serait ça. Je reçois mon salaire, je pense à faire comme le petit écureuil et mettre de côté. Donc, en fait, ça a un impact qui fait que émotionnellement, psychologiquement, mentalement, on est en train de se payer soi-même. On est en train de se dire qu'on est important. Et que tout viendra après pour les choses, des besoins courants de première nécessité. Et est-ce que tout le monde peut se payer soi-même? Est-ce que c'est pas réservé aux, je dirais, aux riches, aux fortunés, aux gens qui ont des gros salaires? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui a, on va dire, un salaire moyen ou bien des petits revenus, est-ce que ces personnes-là peuvent se payer soi-même? Et comment? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Comment ça se fait? Alors, quel est le principe? Effectivement, on pourrait se dire, comment puis-je m'auto-évaluer? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait appris le premier principe, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Donc ils travaillent pour quoi? Et est-ce qu'il faut être né d'une famille riche pour pouvoir être riche? Ou être d'une famille pauvre pour pouvoir être pauvre? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Voilà. Et en fait, non. On connaît bon nombre d'histoires insolites où il y en a ceux qui sont sortis de conditions modestes pour être à des sphères dont on ne peut pas imaginer qu'ils y seraient aujourd'hui. Et vice-versa, les personnes qui sont bien financièrement, très bien, et qui se retrouvent à... Alors, la question et la réponse, c'est que c'est l'état d'esprit. Donc, 3 points qu'il faudrait retenir. Je suis d'accord que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Le deuxième point serait quoi? En fait, je dois améliorer mon éducation financière. C'est d'apprendre. D'accord? Et d'apprendre donc par la lecture. Donc, se nourrir, comme le livre de ce précédent, tout à l'heure, toi. Et en fait, d'apprendre et de se nourrir. Pourquoi? Parce que rien ne se fait sans apprentissage. Et il y a 3 étapes qui feront qu'on se deviendrait efficace et notre situation financière pourrait s'améliorer. J'apprends le principe du style comment puis-je devenir riche en imitant ceux qui le sont. Ouais. Trouver un mentor. En écoutant les mentors. Comme qui? 3 exemples concrets. Bien sûr, Robert Kiyosaki. Le second, Napoleon Hill. Et un qui est très connu, Warren Buffett. Donc en fait, c'est des exemples qu'il faut choisir. Parce que c'est un peu comme nous à l'école, on reçoit de l'enseignement, mais il nous arrive d'aimer plus certains enseignants que d'autres, pour raison d'affinité, pour l'éloquence, pour la pédagogie. Et on les prend en exemple. Mais on ne se rend compte plus tard que leurs enseignements nous impactent. Et la dernière partie, ce serait le plus important, de passer à l'action. Donc on ne peut passer en apprentissage que si on l'a mis en application et qu'on vit la chose. Donc exemple, je reçois mon salaire, je suis peut-être à 1 500 € de salaire, mais je commence à épargner et faire en sorte que cet argent soit un actif. Et pour résumer, je vais vous laisser la suite au prochain épisode parce qu'il y a Père riche, Père pauvre, le 2e volume. Mais souvenez-vous de ces 2 principes qui sont la clé de la richesse. Les actifs et les passifs. Donc, tout tourne autour des actifs. Un actif, c'est tout ce qui rentre, tout ce que je possède. En l'occurrence, des gains. Un passif, ce serait tout ce que je dépense, qui ne reste pas dans mes poches. Maintenant, comment je gère les deux? Ou à quel moment que moi, en tant que salarié, basique, 1 500 € ou de la classe moyenne, 5 000 € et plus, ce que j'ai comme actif ou ce que j'ai comme passif puisse devenir un actif. L'actif travaille pour nous, le passif nous aide à dépenser davantage. Mais rares sont ceux qui se disent, bon, j'ai une grande maison, dans quelle mesure je peux en faire une pièce pour louer? Donc au lieu d'être un passif, parce que je dépense, il me faut prendre soin de la maison, ne serait-ce, même si on a fini de la payer. Mais tous les mois, pensez à comment je peux faire en sorte de faire basculer. Donc toutes les fois que vous avez cette pensée-là, dites-vous, comment puis-je avoir un actif et comment ce passif puisse se transformer en actif. Voilà. Et la suite au prochain épisode. Donc, merci beaucoup Stéphane. Donc, si je comprends bien, on n'a pas besoin d'être spécialiste en économie, en finance pour aborder ce type de livre c'est Père riche, Père pauvre, c'est ça, de Robert Kiyosaki. Alors, tout à fait, parce qu'en fait, quand on regarde bien,
avec l'évolution des générations et des temps, on constate qu'on arrive à une période du temps où, à une époque, on avait les conseillers d'orientation pour orienter tout le monde, pour aider. Aujourd'hui, on est submergé d'informations et de formations. Donc, des jeunes comme moi-même ou des moins jeunes ou des plus jeunes ont du mal à faire leur choix. Alors, on va dire que c'est accessible à tous, mais il faut vouloir, il faut avoir le désir d'apprendre et de, on va dire, de mettre des choses en application, pratiquer, faire en sorte qu'on soit performant. Et donc, toute personne qui a envie de savoir se dira, bon, j'ai envie de faire ça, en fait, un peu comme la musique. Moi, j'ai une passion pour la musique et je fais en sorte de choisir justement, ça va vous étonner, hein, mais des chansons qui vont en rapport avec mes lectures. Et je vais vous faire rigoler, bon, ce sera peut-être l'humour du jour. Il y a une chanson qui dit « Ah, si j'étais riche... Donc, c'est un petit peu ça. Et on ne s'en rend pas compte, mais il faut orienter tout ce que nous faisons autour du thème. Par exemple, je vais regarder un film qui n'est pas facile tout le monde pour regarder, c'était Le Loup de Wall Street. Pas évident, qui a été une réalité, et de voir qu'en fait, qu'il est devenu un formateur, où il y a d'autres exemples. Mais ça va orienter donc ses connaissances. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Donc Stéphane nous a présenté le livre de Robert Kiyosaki, un des livres Père riche, Père pauvre. Un livre qui est facile à lire, c'est tiré d'une histoire vraie, donc nous vous invitons à le lire et puis, comme il a dit, lire et mettre en application. Donc après Stéphane, nous aurons le plaisir d'avoir un livre particulier et vous comprendrez dans un instant pourquoi il est particulier. Nina, de quoi vas-tu nous parler? Là, je vais vous parler aujourd'hui, pas d'un livre que j'ai lu. Oui, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà pourquoi il est parti. Ce qui est quand même intéressant par rapport aux deux premières présentations, c'est que j'ai pas lu celui de Weber, mais je vais le lire, parce qu'il est typiquement dans le style de livre que j'adore lire, parce qu'il nous rappelle qu'on est autre chose que des enveloppes en fait, et qu'il faut qu'on travaille aussi bien l'extérieur, mais il faut aussi qu'on travaille l'intérieur. J'ai lu plusieurs fois d'ailleurs le livre Père riche, Père pauvre, parce que c'est une histoire une histoire vraie qui plus est, où il remet Robert Kiyosaki, à mon sens, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il remet l'argent à sa place. Il le diabolise pas, mais il l'encense pas non plus. L'argent, c'est un moyen. Et il explique très clairement comment, avec des techniques très précises, c'est pas des techniques diaboliques ou sataniques ou des trucs comme ça, quoi. C'est des trucs mathématiques. Comment on fait pour gérer l'argent, comment on fait pour fructifier, et pourquoi certains y arrivent tandis que d'autres n'y arrivent pas, c'est que eux ils ont la connaissance. Et la connaissance, comment ils l'ont eu dans les livres. Alors c'est pour ça que j'adore lire, parce qu'en plus il y a un livre qui s'appelle vraiment Le Secret. Mais pour moi, le secret de la vie en général, le secret sur un domaine en particulier, il est forcément dans un bouquin. Parce qu'il y a forcément un homme ou une femme avant nous qui a cherché l'information et qui l'a mis dans un livre. Et ce que j'ai mis dans le livre que j'ai écrit, Conditionné pour réussir, CHIP, avec 3 I, vraiment le truc à l'antillaise, le CHIP, bien prononcé quoi. Ça reprend, alors j'ai rien inventé du tout, j'ai juste essayé plusieurs techniques, vraiment plusieurs. J'ai lu dans la bibliographie à la fin, vous verrez, j'ai dû lire, je sais pas, une centaine de livres facile sur 2-3 ans. L'objectif n'était pas d'écrire un livre à l'origine, l'objectif était vraiment de trouver une solution. Alors c'est vrai que c'était très ciblé par rapport à mes activités professionnelles, parce que je gère plusieurs centres, plusieurs entreprises, et ces activités étaient vraiment en dents de scie. Il y a un moment où ça allait super bien, chiffre d'affaires, tip top, voix du monde quoi. Et puis après ça retombait tout aussi bas que c'était monté haut. Et dans mon entourage, j'ai des chefs d'entreprise depuis plusieurs années, et eux, l'activité fluctue, mais pas autant que moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. C'est pas plus intelligent qu'il moi, pourtant moi, fait l'école. J'ai fait ce qu'on m'a dit. On nous a dit, apprends à l'école et de bonnes notes. Ensuite, fais des études le plus loin que possible et tu vas réussir. Oui, c'est ça. J'ai fait tout ça. Ça n'a pas marché. Alors je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi le problème? Il y a un mec, il a fait son truc dans un garage.
Il a toujours. Effectivement. T'en as qui ne sont même pas, qui n'ont même pas terminé le collège, et ils ont des véhicules, alors non, encore maintenant, qui sont décédés il y a plusieurs années. Alors qu'est-ce que ces gars-là ont que j'ai pas? Donc j'ai fait ce que je savais faire, par contre, je suis allée chercher l'information dans les livres. Donc j'ai lu, et j'ai essayé plusieurs techniques jusqu'à ce que ça fonctionne. Et pendant le confinement, donc ma responsable administrative et financière, elle me dit, mais ce que tu as essayé là, il est bon même en fait, il faut que tu écrives un livre. Ok, d'accord. Donc elle me dit ça le jeudi ou le vendredi, et puis le lundi, lorsqu'elle revient au bureau, il dit c'est bon, le livre il est fait. Donc le livre, il a pris une journée, mais c'est quand même 2 ans d'expérimentation, voire peut-être même 3 ans, et puis de nombreuses heures de formation. Parce que je me forme en ligne, parce que c'est plus pratique pour moi, mais je me forme en ligne jusqu'à maintenant entre 10 et 12 heures par mois minimum sur des sujets très variés, toujours dans mon secteur d'activité, mais ça comprend aussi bien de l'analyse financière que tout ce qui est psychologie, tout ce qui est personnel, quand je dis personnel, mais intime en fait, savoir comment gérer ses émotions, savoir comment faire face aux critiques, etc. Et ce que j'ai repris, et ce que je me suis rendu compte en fait, en rédigeant ce livre, quand je me suis dit, il faut que je trouve les 10 clés. C'est très marketing, 10 machin. Donc, il fallait que je trouve les 10 clés qui sont les plus percutantes. Et en reprenant les 10 clés, je les ai écrites et je me suis dit, mais mince, nos parents nous le disaient déjà. Ils le savaient, sauf que eux, ils l'ont su de leurs parents et ainsi de suite. Mais on n'a pas pris le temps, et probablement que eux, ils ne le savent pas, que ces éléments-là nous permettaient vraiment de réussir. Et c'est comme ça que nos parents, nos arrières, encore par nos ancêtres, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait par rapport à tous ces éléments-là. Donc je reprends parmi les 10 clés. Le plus parlant serait, on le dit souvent, de ne pas se préoccuper de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on. Vous voyez, en fait, dans mon livre, je vous invite à le lire, bien sûr, je l'ai écrit d'une façon très comme une conversation, avec un langage un peu fleuri. Donc de temps en temps, ça bascule entre le français et le créole. J'ai même mis la recette du thym dans le Maurice, c'est pour vous dire un peu... Oui, je vais jusque-là. C'est pour vous dire un peu comment je l'ai écrit. Mais on dit souvent de ne pas se préoccuper de l'opinion des autres. Mais dans les faits, on a du mal, en fait. On va le dire. Oui, c'est vrai, il faut pas... Et puis, lorsqu'on va sortir, un tel va dire, oui, mais tu sais, j'aime pas trop la couleur de ta robe parce que ça fait pas... Et on se sent attaqué intérieurement, on se sent agressé, même si on va essayer de le cacher, mais on va y réfléchir pendant un moment. On se dit, ouais, non, mais peut-être que... Pourquoi il m'a dit ça et tout? Alors que ce qui est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. On sait qu'il faut mettre 10% de nos sous de côté pour investir plus tard. Et 10% mais pour soi. Pour soi. Voilà, c'est ça. Oui. Enfin, les 10% dont je parle, c'est pour soi. Et on sait qu'il faut le faire. Mais nous pas qu'arriver. On sait qu'il faut faire du sport régulièrement. Et on n'y arrive pas. On va le faire par à-coup, on va le faire pendant 3-4 semaines, et puis on va se reposer pendant 6 mois, et puis on va s'y remettre. On sait que qu'il y a un certain nombre de choses qui sont comme l'alimentation. On sait que trop de sucre est extrêmement néfaste pour nous, mais on est incapable de passer une journée sans l'apport de sucre chimique, industriel. Et dans le livre, je reprends toutes ces clés-là, de bien manger, de faire du sport régulièrement, toutes les clés qui m'ont permis, pendant le Covid, de ne pas plonger. Parce que quand on est chef d'entreprise et quand on entend un petit groupe de personnes basées à 8000 km qui dit « Bon, mais les gars, vous fermez. » Ok, d'accord. Et qui m'a vivre? Ouais, mais vous aurez des aides. Ah bon? Mais pour avoir les aides, il faut que je paye un expert comptable. Mais souffle, mais comment il m'a côté m'a prendre l'argent pour payer pour là? Non, mais le truc est mathématique en fait dans une entreprise. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, voilà quoi. Et pour faire face à ça, il faut prendre du recul. Si tu prends pas le recul, si on s'identifie en tant que, par exemple, dans mon cas, de chef d'entreprise uniquement. Si je suis uniquement un chef d'entreprise, quand mon entreprise ferme, en fait, je ne suis plus rien. Et toutes les clés que j'ai reprises, c'est entre autres pour que le chef d'entreprise, mais pas que, mais d'autres personnes qui gèrent un projet, se rappellent
qu'elle est autre chose que son métier, qu'elle est un peu plus que ça. Et donc, du coup, il faut prendre soin du un peu plus ce qu'on est, de ce qu'on est vraiment, pour pouvoir faire face à la passion qu'on a décidé. Exactement. Parce que l'une des choses, se réveiller, j'ai mis dans le livre, moi je me réveillais à 4 heures du matin. J'avais déjà cette habitude quand j'étais plus jeune. Bon, j'avoue, honnêtement, c'est pas une habitude que j'avais prise. Mes parents nous disaient pas, chérie, il faut te réveiller à 4 heures du matin, nanana, la petite voix douce et tout. Non, non, il n'y avait pas ça. C'est quoi lever parce que. Voilà. On se réveillait parce qu'il fallait on n'avait pas le choix, quoi. Et une des choses, une fois qu'on est devenu majeur et que la plupart d'entre nous ont fait, la première chose qu'on a notre chez nous, c'est oublier tout ce que les parents nous avaient levé à 4 heures du matin. Donc, oublier ça, quantité, pays, on oublie ça, on met ça de côté et on va se concentrer sur la nouveauté, les trucs qui sont très marketing et qui nous brûlent les yeux. Qui nous impactent, qui donnent envie, c'est ça. Qui éveillent notre curiosité. En plus, c'est toujours très bien fait, c'est ça le pire. Exactement. Ouais. Et c'est seulement lorsqu'on sent les effets sur le corps qu'on se dit que peut-être que... Et une des remarques d'ailleurs que j'ai eues une des critiques que j'ai eues sur le livre, elle m'a dit, Nina, ton livre, il est vraiment super, il m'a rappelé des éléments super intéressants, mais la plupart des gens qui vont vraiment en prendre conscience, ce sont les gens qui ont été un peu écorchés, abîmés par la vie. C'est vrai. Mais je suis encore plus optimiste que ça, parce que dans le sens où je me dis que autant où moi j'ai fait c'est vrai que j'ai cherché au moment où j'étais le plus écorché, à l'époque de ma vie où j'étais le plus écorché, mais j'ai espoir quand même que ce livre va répondre à des gens qui ne sont pas encore écorchés et qui vont l'utiliser pour éviter de tomber. C'est comme les enfants, certains enfants, on va leur dire attention, le fer est chaud, ils vont toucher quand même. Mais je veux qu'il y ait des gens qui ne vont pas attendre de se brûler avec le fer repassé avant ils vont écouter ceux qui ont déjà été malmenés. Donc si je comprends bien, en fait, le confinement, Covid, t'a permis de développer quelque chose que tu n'aurais peut-être pas développé, entre guillemets, en temps normal, mais qui était enfoui déjà et ça t'a permis de le révéler. En fait, dans la chronologie, j'avais déjà expérimenté ça il y a 2 ans avant le Covid. D'accord. Et le Covid, quand il y a eu le confinement, je suis retournée dans mes notes, dans mes trucs, et c'est là où j'ai tout repris en fait. Parce que quand on n'en fait que 1 ou 2, ça apporte ses fruits, mais c'est tout un ensemble en fait d'habitudes qu'on doit prendre pour avoir les résultats très concrets. Parce que si je vous dis faire du sport régulièrement et qu'à côté, dès qu'on a fini, on va manger la pizza et le coca, ça ne fonctionne pas en fait. Alors je suis très locale, hein, je suis vraiment chauvine, mais un truc de malade en fait. Voilà. Je donne même la recette du TPI avec la Tumu. Je vais jusque là. Et j'ai même mis la photo de la Tumu pour ceux qui ne savent pas. Ça c'est bon. Ah, super. Et justement, comme je suis très locale, dedans j'ai mis aussi le TPI parce que on a tendance à beaucoup aimer, vous savez, la boisson noire dans les petites capsules là, qui vient de je sais pas quel pays, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors que non seulement on a les mêmes boissons localement, en grains, et ce serait mieux de le moudre, ça donne plus de saveur, parce que je fais du café, je moue moi-même parce que je trouve qu'il y a plus de saveur. Et à défaut, si on n'est pas très café, parce que je ne bois pas que du café, un petit TPI qui non seulement ça ne nous coûte absolument rien, parce qu'on a tout ça dans le jardin, on a tout le jardin, la Tumo, la citronnelle et toute autre chose, et qui nous fait beaucoup de bienfaits. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait sourire, c'est l'intervention du docteur Henri Joseph de Phytobocase. Et avant même de le savoir, je faisais déjà mes petites cures tous les matins de Zebapic, avec du miel. On ne boit pas ça, c'est comme ça. C'est sûr. Mais dans avec le thé avec le miel, c'est excellent. Mais je le prends en cuillère comme ça tous les matins. Et ça nous permet de garder de l'énergie. Et pour faire ce qu'on a besoin, on a besoin d'énergie. D'accord. Alors, si je comprends bien, Nina, donc ton livre s'adresse, tu es une entrepreneuse, mais nous n'avons pas besoin d'être entrepreneur pour le lire. Non. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui a des projets, le père de famille, la mère de famille, l'étudiant, peuvent y trouver leur compte. Dès lors qu'on a un projet, on y trouve on trouve les réponses, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et je l'ai écrit aussi d'une certaine façon avec des pages,
des espaces pour pouvoir noter. Pouvoir D'accord, noter sa ça, c'est très progression. bien, ça. J'aime beaucoup. J'ai eu une remarque où il me disait, ouais, mais il y a 4h du matin, mais là, moi, il y a bonnet quand même, quoi, qui a fait fret, on fait lever 4h du matin. C'est plutôt quelqu'un qui se réveille vers 8h30, 9h, quoi. Je dis, ok, on va pas commencer comme ça, de but en blanc à 4h du matin. Bon, l'éveil, ça quand même, mais... Mais tu essayes, chaque semaine, on grignote 10 minutes, 15 minutes, voilà, jusqu'à ce que on arrive à un rythme qui soit optimum, en fait, pour ce qu'on a à faire. Si on fait partie des gens qui ont énormément d'activités, de professeurs, d'animateurs, télé, etc. et tout ne va pas rentrer sur du 8h, 16h. Il faut bien grignoter du temps quelque part. Alors quand on est parent, comme moi je suis parent, on va pas grignoter sur le temps des enfants. Le temps des enfants, pour moi, c'est sacré. Il y a du temps, il faut passer avec les enfants, il y a des choses, il faut pas toucher, quoi. Donc du coup, on va grignoter sur la télévision le soir. Alors le film là avec Rambo et compagnie. Rambo, la vie, ils amènent. Donc du coup, voilà. On va pas regarder le film jusqu'à 23h minuit. On va s'arrêter à 21h30, 20h. Et puis, on va se réveiller beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir travailler un peu le matin et avancer sur ces projets. Enfin, c'est ce que je préconise. Juste une dernière question. Tu te lèves à 4h du matin. À quelle heure tu te couches? 22h au plus tard. Mais vraiment. D'accord. Donc, Au plus tard. Ce qui te fait à peu près 6 heures de sommeil. Ah, j'adore dormir en plus. D'accord. Pas de souci. Moi, j'aime bien cette idée, justement. Je ne sais pas pour vous, moi, dans les livres, j'aime bien quand il y a une partie où on peut laisser ses impressions. Ça fait un petit peu journal personnel. Et chaque personne peut adapter ses défis, sa réalité, et puis travailler à ses propres objectifs. Moi, j'aime bien ça. Oui. Et donc, ce sera avec plaisir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le livre de Nina Guibo qui est là en chair et en os, conditionné pour réussir, cheap. Donc, T'as bien dit, voilà. C'est bien fait. Et donc, en tout cas, merci beaucoup, Nina. Avec plaisir. Merci, Ambre. Merci Stéphane. Je t'en prie, au Et plaisir. j'espère que nous avons pu mettre une autre facette sur le plaisir de lire. Parce que lire, ce n'est pas toujours une contrainte. C'est vrai que je pense notamment aux étudiants, aux collégiens, notamment j'ai des élèves qui, pour eux, lire, ça peut être dans le cadre d'un travail bien particulier, mais on peut trouver du plaisir, on peut se divertir, on peut apprendre en lisant. Et on apprend toujours, quel que soit son niveau d'expertise, son niveau de connaissance, on apprend toujours, puisque personne n'est parfait et on peut toujours s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Nous vous disons rendez-vous mercredi prochain à la même heure, à 15h. Et puis nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous disons à très bientôt.